les moyens sont-ils permis pour lutter contre la fraude aux allocations chômage? Ouvrons le débat alors qu'un amendement du projet de loi de finances 2021, défendu par la droite, soutenu par le gouvernement, va permettre aux agents de Pôle emploi d'avoir accès au relevé bancaire des chômeurs pour voir les opérations effectuées sur leur compte bancaire. L'amendement leur permettra également d'avoir accès aux fichiers de contrats d'assurance vie des demandeurs d'emploi. Est-ce des armes légitimes pour lutter contre la fraude ou est-ce que ça va trop loin? Nous allons en débattre avec toujours en plateau Charles Prats, délégué de l'association professionnelle des magistrats et auteur de Cartel des fraudes. Également avec Édouard Magnan qui nous a rejoint, président du mouvement national des chômeurs et précaires. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Et rappelons que André Gattolin, sénateur de la République En Marche des Hauts-de-Seine, est avec nous, Virginie Leguet de Paris Match et Romain Goupil. Alors, à l'heure où la fraude aux allocations est estimée à 212 millions d'euros en 2019, est-ce que ce dispositif... C'est la fraude détectée et évitée. C'est ce qui a été détecté. Ce n'est pas la fraude estimée. La fraude estimée est potentiellement beaucoup plus élevée. Est-ce que ces armes qui sont accordées aux agents de Pôle emploi, ça vous paraît normal, légitime, ou est-ce que c'est choquant? C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, et surtout, ça doit faire environ 10 ans que les contrôleurs de Pôle emploi les attendent, ces pouvoirs. Et que la Cour des comptes les réclame. Oui, mais la Cour des comptes les réclame depuis quelques années, mais pour vous refaire l'historique, cette mesure, ce qu'on appelle le droit de communication, en fait, c'est les pouvoirs d'enquête. Le droit de communication, ce sont les pouvoirs d'investigation, par exemple, des contrôleurs des impôts. Quand ils font un contrôle fiscal, ils utilisent un droit de communication. C'est le pouvoir des agents des douanes. Quand ils font une enquête, ce que je faisais moi quand j'étais douanier, je mettais en œuvre le droit de communication auprès de tiers, de banques, etc., pour vérifier si les gens n'étaient pas des trafiquants, etc. Les impôts, si jamais vous fraudez le fisc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des droits de communication à la banque, etc., pour voir si vous avez déclaré tous vos revenus. Il y a de l'assistance internationale, etc. Et à l'époque, quand j'étais à la délégation nationale à la lutte contre la fraude à Bercy, on avait travaillé sur cette extension du droit de communication. Vous aviez aussi la levée du secret professionnel pour que les gens des différentes administrations, des organismes sociaux puissent discuter entre eux. Les agents de la sécurité sociale, les agents des CAF, les agents de l'assurance maladie, etc., ou l'URSSAF, ils ont déjà ce droit de communication depuis des années. 12 ans. C'est leur pouvoir d'enquête. Et à l'époque, déjà, Pôle emploi nous disait, les contrôleurs de Pôle emploi, vous savez, quand c'est devenu Pôle emploi, quand ça a changé de nom, ils nous disaient, voilà, nous, on ne l'a pas. Nous, on est bloqués. On n'a pas ce pouvoir-là. Et donc, depuis 2009-2010, nous essayons, avec désespoir, de faire passer cette mesure législative pour leur donner ce pouvoir de contrôle, ce pouvoir d'enquête à ces agents assermentés de Pôle emploi, dont le boulot est de chercher la fraude. Et ça ne passait jamais. Il y avait toujours des blocages, etc. En 2015, je crois que le gouvernement Valls aussi avait essayé de le faire. Ça avait été plus ou moins... Il y a eu une telle levée de bouclier, ça avait été retoqué. Et donc là, c'est pas monstrueux ce qu'il leur est donné. Hein. C'est la même chose que le contrôleur de la CAF ou que le contrôleur de l'assurance maladie. Voilà. C'est la possibilité de détecter principalement des réseaux de fraude, parce que les gens s'imaginent quand on dit fraude à Pôle emploi, on va aller traquer le pauvre petit chômeur, etc. Mais c'est pas ça la fraude, la fraude organisée au chômage. C'est pas celle-là. La fraude organisée au chômage, c'est par exemple ce qu'on appelait les kits acédiques. Alors ça parle peut-être à des gens qui étaient un peu au courant de ces choses-là il y a une dizaine d'années. Mais ce sont des systèmes organisés avec des sociétés fictives qui font des faux contrats de travail pour des gens qui savent exactement ce qu'il faut. Ils en font pas qu'un faux contrat. Ils vont se sentir stigmatisés par ce dispositif. Que pensez-vous, Édouard Magnan, vous qui représentez justement tous ceux qui sont précaires et qui sont au chômage? Vous savez, dans le monde associatif, dans le monde des gens qui interviennent dans le secteur social, on a souvent un aphorisme qui dit « fraude des pauvres, pauvre fraude ». J'aimerais qu'on mette autant de moyens à s'attaquer à toutes les fraudes qu'à la fraude des chômeurs. On me trouvera toujours, effectivement, j'entends parler du kit acédique, entre parenthèses, voilà un vieux sigle bien oublié depuis longtemps. Effectivement, si les gens montent des fausses fiches de paye pour toucher des allocations chômage, ils ont le droit d'être défendus comme tout le monde, mais personne ne peut défendre ce procédé-là et il n'y a pas de débat autour de ça. Après, il reste que on est en train à nouveau de braquer un projecteur malsain et malveillant sur les chômeurs qui seraient à nouveau considérés comme des fraudeurs. D'ailleurs, ça rime. Vous
voyez votre titre là en bas de l'écran que je vois très bien, parce que c'est la joie d'être par Skype, le patrimoine des chômeurs. Le patrimoine des chômeurs. Est-ce qu'on imagine dans ce pays que les 6 millions de chômeurs, peu ou prou inscrits à Pôle emploi, et que les 10 millions de pauvres dans ce pays sont dotés d'un patrimoine? Je sais qu'il est de bon ton de dire qu'avec le confinement, les Français ont fait des milliards d'euros d'épargne. Les Français, je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, ils ne sont pas du côté des chômeurs et des précaires. Vous savez, on parle toujours de la fraude, mais la fraude sociale, elle est majoritairement le fait des employeurs dans ce pays et pas des chômeurs. Vous savez, j'entendais parler de la fraude à la sécurité sociale. Je rappellerai que 2/3 de la fraude à la sécurité sociale, elle est le fait des professionnels de santé. Alors, évidemment, c'est sans doute une minorité, on va me dire. Moi, je suis favorable à ce qu'on contrôle toutes les fraudes, mais le jour où on applaudira les chômeurs comme on a applaudi les professionnels de santé, on pourra aussi traquer ceux qui fraudent. En attendant, comme d'habitude, on tombe toujours sur les mêmes, toujours sur ceux qui ont le moins de possibilités de se défendre. Et entre nous, après nous avoir bassinés depuis 2 ans avec le RGPD, je trouve assez cocasse qu'on vienne fouiller les données personnelles des personnes. Et on parlait du fisc. C'est un très bon exemple. Moi, je suis un grand défenseur de l'administration fiscale. Je fais toujours rire tout le monde avec ça. Mais dans le monde des impôts, les impôts, on croit d'abord ce que vous dites, on se base sur vos déclarations. Et puis, le cas échéant, on vient contrôler ce que vous avez dit. En ce qui concerne les chômeurs et les précaires, il faut toujours que d'abord, eux démontrent tout ce qu'ils ont fait, qu'ils démontrent d'abord qu'ils sont honnêtes, et après, éventuellement, on accepte de les croire. C'est vrai à la CAF, c'est vrai à Pôle emploi, c'est vrai dans plein de structures. Inversons la charge de la preuve et remettons les chômeurs dans une situation de contribuables. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, au niveau du MNCP, nous, on serait plutôt favorable à ce que l'ensemble du versement des allocations de ce pays, maintenant qu'il y a le prélèvement à la source, c'est techniquement possible, soit effectué par l'administration fiscale. Comme ça, on aurait en face de nous d'abord une administration qui répond avec un numéro normal, une administration qui n'égare à peu près jamais aucun dossier, et une administration qui part du principe que ce que vous dites est vrai. Charge à vous de le prouver s'ils viennent vous contrôler, mais dans ce cas-là, c'est tout à fait normal. On vous a fait confiance. Si vous mentez, vous êtes contrôlé, vous êtes redressé. Il n'y a rien à dire à ça. Je n'ai pas compris si vous étiez d'accord sur le principe, puisqu'on rappelle, et vous avez raison, que ceux qui fraudent parmi les chômeurs sont minoritaires. Hein, ce sont les chiffres de Pôle emploi auxquels tout le monde peut avoir accès. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le principe que les agents de Pôle emploi puissent avoir accès aux données bancaires, relevés bancaires des demandeurs d'emploi et à leurs contrats d'assurance vie potentiellement? Alors, je dirais, absolument pas. Je veux dire, il n'y a pas de raison que dans ce pays, les chômeurs soient les seuls à devoir justifier de tout. Non, prenez l'exemple de l'assurance vie, c'est un assez bon exemple. Pardon, monsieur, mais l'URSSAF et les organismes de la sécurité sociale disposent déjà de ces pouvoirs-là. Mais c'est pas tout à fait la même chose. On ne peut pas comparer l'URSSAF et le régime général de sécurité sociale avec la CAF, qui reste une institution, certes parapublique, mais qui reste une institution et qui surtout le vrai problème. La sécurité sociale, elle verse des prestations. D'ailleurs, elle ne recouvre plus rien, la sécurité sociale. Elle verse des prestations et elle ne fait que ça. Nous, on a été, à l'époque, on n'y reviendra pas, hein, mais on a été hostile à la fusion qui se passait. Pourquoi on était hostile à la fusion? Parce qu'on dit la personne qui paye ne peut pas être la personne qui accompagne, qui ne peut pas être la personne qui contrôle. Or, aujourd'hui, à Pôle emploi, on veut tout faire. Et quand un chômeur il arrive à Pôle emploi, il ne sait jamais s'il a en face de lui la personne qui l'accompagne dans son retour à l'emploi, la personne qui l'accompagne dans son projet de formation, la personne qui va contrôler ce qu'il fait et qui peut éventuellement le sanctionner, et la personne qui le paye. D'ailleurs, entre parenthèses, ces métiers-là sont tellement différents que Pôle emploi est en train de réinventer la différenciation des métiers. C'était la raison pour laquelle on était, nous, il y a 10 ans, hostiles à la fusion. Et à l'époque, on nous expliquait qu'on était des réactionnaires conservateurs qui n'y avions rien compris au sens du vent et au progrès. Je note qu'on y revient. Alors, on ne redéconstruira pas Pôle emploi, c'est plus un sujet, qu'on soit bien d'accord. Mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, cette démarche permanente contre les chômeurs et les précaires fait que les chômeurs qui devraient aller sereinement à Pôle emploi, je dis bien sereinement, pas joyeusement, pas gaiement bien évidemment, mais sereinement à Pôle emploi, ils ont peur d'aller à Pôle emploi. On crée un sentiment de peur et de crainte qui a surtout comme défaut d'être particulièrement nuisible dans le cadre du retour à l'emploi. Je précise, Pierre-Édouard Magnan, que si vous êtes demandeur d'emploi et que vous allez rencontrer votre agent qui vous aide à trouver un emploi, c'est pas lui qui va avoir accès à vos relevés bancaires. Il faut vraiment qu'il y ait une suspicion. Non, mais c'est surtout... les agents assermentés, c'est réservé aux contrôleurs assermentés, nommément désignés, etc. Mais ce que dit ce monsieur est intéressant, c'est sur la séparation des tâches. Et ce que je propose, et qu'on a un certain nombre à proposer, c'est que la lutte contre la fraude, ce n'est pas le même métier que le fait d'aider les gens. Oui. Et on a un vrai sujet, que ce soit d'ailleurs à Pôle emploi, que ce soit dans les CAF, que ce soit dans les CEPAM, etc.
une des pistes pour améliorer la lutte contre la fraude, ce serait de sortir justement la compétence de lutte contre la fraude des organismes de protection sociale pour la confier à des services spécialisés sous le contrôle de l'État, qui seraient éventuellement des services du ministère des Finances spécialisés là-dessus. Parce que le métier des organismes de protection sociale, c'est d'aider les gens, c'est de payer des prestations, c'est de les accompagner, etc. Leur métier, ce n'est pas de chercher les bandits et de traquer les fraudeurs. Moi, et donc, ce serait bien d'avoir une séparation de ce genre de choses. Ce qui m'intéresse aussi dans ce débat, et là je me tourne vers Virginie et vers Romain, c'est que c'est ce dispositif qui peut choquer certains demandeurs d'emploi et qui choque notre invité par Skype, Édouard Magnan, c'est qu'elles ont suscité peu de discussions à l'Assemblée et au Sénat, et cette indifférence, si je puis dire, c'était aussi un symbole de l'évolution des mentalités. Le débat, on l'a eu, ça fait 10 ans qu'on en parle. Attendez, je précise et après je laisse la parole à tous. En 2015, le gouvernement de Manuel Valls avait envisagé de doter les agents de Pôle emploi de ses pouvoirs avant de se raviser, de retirer l'amendement en question, avant même qu'il soit débattu, justement de peur que cet amendement soit perçu comme une stigmatisation des chômeurs. Mais Là, les temps ont changé. Il ne s'agit même pas d'indifférence, il s'agit d'approbation. Je rappelle que la proposition émane du groupe des indépendants et de la République et territoires du Sénat avec avis favorable du gouvernement et qu'elle n'a suscité que très peu de levée de boucliers. Les communistes ont essayé de proposer un amendement, il a été retoqué, mais on n'a entendu personne protester. Et moi, effectivement, je suis très surprise. Je note le formidable changement fantastique. Je ne porte pas un avis positif ni négatif. Changement de mentalité, de mentalité sur cette question-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins d'accord avec l'idée qu'on peut contrôler les chômeurs. Et je voulais dire à Monsieur Magnan que ça peut être aussi une manière inverse de lever les fantasmes, c'est-à-dire que si les chômeurs sont contrôlés et si on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de fraude que ça ou pas tant de fantasmes, tant de fraude et tant d'argent, perçu indûment, ça peut aussi faire sortir du spectre politique toutes les déclarations qui disent « Ah là là, les fraudeurs sont des tricheurs, il y a tant de milliards qui s'échappent à cause des fraudeurs qui trichent ». Ça peut avoir exactement l'effet inverse, ça peut être positif. Alors, ça, c'est l'argument qu'on nous sort depuis des lustres. Quand on dit on contrôle les chômeurs, on les contrôle pas, c'est pour les accompagner. Le contrôle de la recherche d'emploi, c'est pour... On les a dit, mais non, mais on les contrôle pas. On va aller rechercher ceux qu'on n'a pas vus depuis très longtemps pour les ramener dans l'accompagnement. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Faisons ça. Ramenons-les, entre parenthèses, quand on dit ça, on a expliqué tranquillement que Pôle emploi pouvait laisser des chômeurs pendant 2 ans sans accompagnement et sans suivi. C'est une parenthèse. Là, on est sur le contrôle des fraudes. Non, si on contrôle, on contrôle. Moi, si on veut démanteler des réseaux de gens qui truandent l'assurance chômage, par ailleurs, l'assurance chômage qui est le fruit du travail de l'ensemble des salariés et des cotisations des employeurs et des salariés. Donc, je veux dire, je ne vais pas soutenir des gens qui frauderaient le système. J'ai pas de cas de... Nous, d'ailleurs, on s'est jamais opposé aux sanctions pour fraude délibérée. C'est-à-dire des gens qui construisent, je crois qu'on évoquait le kit acédique, c'est-à-dire des faux bulletins de paye, des fausses attestations, des faux bulletins de salaire. Il n'y a pas de débat, ils ont fraudé, ils se font attraper, ils sont sanctionnés. Moi, j'ai aucun cas de conscience avec ça. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on est toujours dans la généralisation. Regardez l'écho médiatique que cette proposition a, c'est le contrôle des fraudes des chômeurs. Et on est toujours dans une démarche, vous savez, les chômeurs, c'est la seule catégorie socio-professionnelle sur laquelle un politique peut taper à bras raccourcis sans se faire taper dessus lui-même. On vous invite, Édouard Magnan, et au contraire, ce dispositif nous interpelle. Romain Goupil n'a pas encore parlé. Oui, parce qu'ils sont les plus faibles. Et c'est toujours ça le fond du problème. Et je vais vous dire, si la France entière était aussi contrôlée que les chômeurs et les précaires, je peux vous dire qu'en tout cas, dans ce pays, on n'aurait plus besoin, à mon avis, de justice parce qu'il n'y aurait plus de hors-la-loi. Romain Goupil, ensuite sénateur, le but de Pôle emploi et des prestations sociales, c'est que ça profite aux plus faibles, aux précaires, à ceux qui en ont vraiment besoin. Exactement. Donc, qu'il y ait des contrôles pour éviter tous les abus est une excellente nouvelle. Que les contrôleurs se donnent des moyens comme vous le signaliez, je ne comprends pas du tout la polémique. La polémique est simplement sur un bandeau où vous dites on stigmatise les chômeurs. Non. Pas du tout. En fait, on stigmatise, on met le doigt, comme le met Pierre Moscovici par rapport à la Cour des comptes, sur l'ensemble des prestations sociales. Elles sont de 511 milliards redistribuées chaque année. C'est 20% du PIB. Ces 511 milliards profitent et doivent
doivent profiter RSA, CAF, CNAV et Pôle emploi. Vous êtes une toute petite partie. Tous les autres ont les moyens de contrôler que cet argent ne s'évapore pas. Soit distribué à bon escient. Au contraire, pourquoi vous appuyez pas, et vous avez fait dans vos propositions en disant pourquoi il n'y a pas un numéro unique qui permettrait effectivement que, comme vous le proposiez, Monsieur Pratt le proposait, qu'il y ait des contrôleurs de la fraude en général par rapport à ces 511 milliards. Et au sens ça, remettez en cause la Cour des comptes alors et tout contrôle. André Gattolin et ensuite... Non, mais je suis parfaitement d'accord. Je pense, en plus, j'en ai un peu marre du discours où dès qu'on touche à quelque chose, on stigmatise. Alors, on stigmatise les remontées de ski, on stigmatise les débits de boissons, on stigmatise tout le monde. C'est pas une protection. Il y a un moment, il y a des droits, je suis d'accord, il faut qu'ils soient... Moi, je préférerais que ce soit des inspecteurs des impôts qui fassent ça. Je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas tout mélanger, ou alors il faut un corps bien dissocié. Là, je partage tout à fait le point de vue qui a été exprimé par le représentant du mouvement des chômeurs et précaires. C'est absolument important qu'on distingue les choses. Mais de la fraude, il y en existe, de la fraude sociale, elle n'est pas toujours le fait d'ailleurs des chômeurs eux-mêmes. Ils sont parfois pris dans des réseaux, c'est un peu comme quand on arrête l'immigrant illégal, c'est d'abord le passeur qu'il faut toucher. Et c'est aussi en faisant ces contrôles qu'on trouvera les passeurs. Mais si vous voulez, après il faut faire attention. Là, il se trouve qu'il y a un peu de mousse médiatique sur ce droit de communication. Ça n'est qu'un outil, mais voilà, c'est un outil de travail. Mais ça ne va pas être la panacée pour détecter toutes les fraudes. Parce que quand on regarde le type de fraude à Pôle emploi, le type de fraude au chômage, globalement, vous avez quoi? Vous allez avoir les fraudes organisées, ce qu'on appelait avant l'équité assédique. Donc là, vous êtes sur des réseaux structurés qui savent ce qu'ils font, qui des fois même montent des arnaques pour aller jusqu'au tribunal, au prud'homme, pour obtenir la condamnation de la société fictive. Comme ça, ils ont même un jugement et puis ils peuvent aller aux AGS, qu'on appelle les assurances garanties de salaire, etc., pour toucher les allocations. Donc là, on est sur la structuration et de l'organisation. Vous avez la fraude classique, ceux qui partent à l'étranger, qui en profitent pour se balader, faire le tour du monde et puis toucher leurs allocations de chômage. Vous avez en général les gens qui continuent à travailler à côté ou qui font du travail au noir, etc., mais qui ont leurs allocations. Donc on connaît bien quand même les typologies de fraude à Pôle emploi. Mais en réalité, alors on pourra éventuellement les attraper avec du droit de communication, mais en réalité la fraude à Pôle emploi principale, et c'est la même pour toutes les fraudes aux prestations sociales, c'est la fraude documentaire. C'est celle sur laquelle là on ne parle pas, on ne veut pas s'y attaquer. C'est l'attribution de numéros de sécurité sociale sur la base de faux documents avec des fausses identités qui permettent de toucher l'ensemble des prestations, c'est-à-dire les CAF, la prise en charge assurance maladie, Pôle emploi, éventuellement des prestations retraite, etc. Et ça, ça je l'explique dans le bouquin, mais vous avez à minima 5 millions de fantômes comme ça qui perçoivent des prestations en France. Il faut bien que vous le sachiez. Excusez-moi, c'est quoi votre bouquin? La cartel des fraudes, mais vous prenez. On l'a montré. Voilà. On pourra le montrer. Et vous prenez. On parlait de la Cour des comptes. Vous prenez le rapport du 8 septembre. Alors il n'en a pas beaucoup fait la publicité sur ce côté-là. Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. La Cour des comptes, suite d'ailleurs à la polémique avec mon livre, est allée voir combien il y avait d'assurés sociaux en France. Est-ce que vous savez? Nous sommes un pays de 67,1 millions d'habitants. Est-ce que vous savez combien nous avons d'assurés sociaux en France, pris en charge? De carte vitale? Non, pas les cartes vitales, les assurés sociaux. Les cartes vitales, c'est encore un autre problème. Mais nous avons 75,3 millions d'assurés sociaux pris en charge en France pour 67,1 millions d'habitants. Un gamin de CM2 comprend où est le problème. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on peut dire, on va faire du droit de communication, Pôle emploi, etc. On va lutter contre la fraude au chômage. C'est très bien. Mais la réalité de la fraude sociale, aux prestations, là on ne parle même pas de la fraude aux cotisations, c'est encore un autre problème, ou de la fraude fiscale. Rien que sur cette histoire de fraude aux prestations sociales, la Cour des comptes vient vous dire qu'on a 8 millions de personnes prises en charge en plus d'assurés sociaux par rapport à la population qui existe. Les nouveaux outils qu'on a donnés aux agents de Pôle emploi, finalement, que ça ne sert à rien, servent à rien. C'est ça. Je dis pas que ça sert à rien. Grand-chose. Je dis qu'il y a... C'est quoi l'intérêt de cet amendement? Je dis pas que ça sert à rien. Je dis que c'est bien de donner les pouvoirs de contrôle aux enquêteurs. C'est normal, il faut qu'ils les aient. Mais derrière, il faut savoir quelles sont les fraudes les plus massives et celles qui coûtent beaucoup d'argent. Et là, en l'espèce, même pour Pôle emploi, et c'est pareil pour l'assurance maladie, pour les CAF, etc., si on veut vraiment régler ce problème d'argent qui part, parce qu'en plus, les prestations sociales, ce sont 787 milliards d'euros par an, tout compris, y compris Pôle emploi, etc. C'est ce qu'on verse chaque année, qu'on redistribue. On est à plus de 31% du PIB. Donc, c'est énorme. Voilà. Donc là, on sait qu'on a un problème. On sait qu'il y a de la fraude, parce que dans toutes les organisations humaines, vous avez un pourcentage minimum de fraude. Hein. Oui. Et donc là, on parle de dizaines de milliards d'euros.
Et on sait qu'on a un problème de fraude documentaire et d'existence. Pourquoi on n'a pas un identifiant unique pour On l'a, toutes les c'est le prestations? NIR, c'est ce qu'on appelle le NIR, le numéro d'identification répertoire. On a encore un numéro de... on l'a attribué à manifestement des millions de personnes sur la base de faux documents. La police de l'air et des frontières, les spécialistes en fraude documentaire, sont venus dire à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale l'été dernier que pour eux, environ un tiers des dossiers de gens soi-disant nés à l'étranger avaient eu leur attribution de numéro sur la base de documents à l'authenticité douteuse. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce qui est proposé là ne servira à rien dans ce cas-là? Dans ce cas-là, ça sert à pas grand-chose, oui. Le droit de communication auprès des banques n'a aucune utilité pour détecter de la fraude documentaire. Vous donnez une pierre dans le jardin d'Édouard Magnand. Cela dit, Charles Pratt répond aussi à la première question sur le passeport vaccinal. Si c'est à ce point la fraude documentaire, alors là... Allez, permettez-moi de remercier Édouard Magnand, président du mouvement national des chômeurs et précaires, d'avoir participé à notre débat. Merci également à Charles Prats et à André Gattolin, sénateur de La République En Marche des Hauts-de-Seine.